Bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Mon cancer, ma fille et moi. Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie, ce que j'ai vécu et ce que je vis encore, et tout ce que j'ai mis en place. Ma particularité, c'est que je partage aussi parfois le micro avec ma fille, qui vous raconte, avec ses mots à elle, comment elle vit cela, ses questionnements, ses craintes. Eh oui, c'est moi, je m'appelle Charlotte. Vous êtes prêts à écouter ma maman ? C'est parti ! Aujourd'hui, dans le 2e épisode de cette saison consacrée au premier pas avec la maladie, je vais vous raconter comment j'ai annoncé que j'étais malade à mon entourage. Bien évidemment, les premières personnes auxquelles j'ai pensé, c'est ma fille et mon mari. Même si je n'ai pas eu à leur annoncer la nouvelle, car ils l'ont au final appris en même temps que moi, il a quand même fallu en discuter ensemble. Mon mari, j'ai vu son monde s'effondrer dans son regard. Il n'a pas eu besoin de parler. Il faut savoir qu'il a été extrêmement présent pendant la maladie de ma mère. Il a même arrêté de travailler pour avoir du temps pour elle, pour l'accompagner aux rendez-vous médicaux. Du coup, on n'a pas vraiment eu besoin de discuter des choses concrètes. Il savait très bien à quoi s'attendre. Il savait que notre vie allait être bouleversée, que j'allais changer physiquement, qu'il y aurait des hauts et des bas psychologiques, que j'allais avoir des temps de rendez-vous médicaux. Nous sommes ce qu'on appelle un couple fusionnel. D'aussi loin que je me souvienne, très rapidement depuis notre rencontre, ça a toujours été nous deux et les autres. Avant qu'on ne travaille ensemble, je l'aidais déjà dans ses projets professionnels et lui m'aidait dans les miens. Chaque décision qu'on prend nous engage tous les deux. D'ailleurs, on fait quasiment tout ensemble. On vit ensemble, on travaille ensemble, souvent de la maison d'ailleurs. Et même si la maison est grande, nous sommes la majorité du temps dans la même pièce. Quand il faut accompagner ou aller chercher notre fille quelque part, s'il n'y a pas de contretemps pour l'un ou pour l'autre, alors instinctivement, on y va à deux. On se répartit également les tâches en fonction de nos affinités. Si je m'engage à faire quelque chose, mais que lui, il peut le faire mieux ou plus rapidement, alors c'est lui qui le fait. Et réciproquement. Notre couple fonctionne comme ça. Alors, quand on a appris pour mon cancer, je n'ai pas douté une seule seconde qu'il répondrait présent. Déjà, parce qu'il l'avait été pour ma mère, et puis parce que mon combat était devenu aussi le sien, à la seconde où on a appris. En plus, il a une capacité à s'occuper des autres assez exceptionnelle. C'est une de ses qualités. Alors que moi, je suis plutôt en retrait, presque asocial. D'ailleurs, quand on fête des anniversaires, avec notre fille et ses copains, j'organise les choses en amont, mais le contact avec les enfants, ça, c'est pour lui. Lui, il sait s'occuper des gens. Je n'ai pas craint une seule seconde qu'il me quitte. Parce que j'étais malade, parce que j'allais changer, ou parce que ce serait trop contraignant. Mais ce que j'ai ressenti, c'est de la culpabilité. Beaucoup de culpabilité. Celle qui vous fait jaillir les larmes et tordre le ventre. J'allais lui faire vivre un enfer. Et si je venais à mourir, je ne serais même pas là pour le soutenir dans cette épreuve. Il y a une phrase que j'aime dire lorsque je parle de notre famille. Notre fille est le cœur de notre famille. Mon mari en est l'âme, et moi je suis le roc. Parce que nos cœurs battent à l'unisson avec celui de notre fille. Parce que mon mari est celui qui insuffle les idées qui amènent de la vie et de la joie dans notre foyer. Et moi, je suis celle qui tient toujours debout. Qui tient le cap, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. J'ai toujours fait passer ma fille et mon mari en premier, et j'ai toujours pensé que je pourrais leur éviter bien des désagréments, leur rendre la vie plus douce. Mais cette fois-là, ils allaient devoir faire face à quelque chose de très compliqué, et c'était ma faute. C'était à cause de moi. En plus de ne pas pouvoir les protéger, j'en étais la cause. Alors déjà, j'ai voulu éviter à mon mari d'avoir à prononcer cette phrase. Camille a un cancer du sein. Je savais que chaque fois qu'il allait la prononcer, ça allait le rendre de plus en plus concret pour lui. Alors j'ai tenu à l'annoncer moi, pour lui éviter cela. Je lui ai même proposé de l'annoncer à sa famille à lui. Mais il a préféré le faire lui-même. Il avait besoin de leur soutien et c'était normal. Mais dès qu'il fallait l'annoncer à quelqu'un, je voulais le faire moi-même. Parfois, j'avais même l'impression de vomir la nouvelle tellement ça sortait vite et fort. Ça venait des tripes. Je me souviens l'avoir annoncé à notre boucher. Ça peut paraître étrange. C'est mon mari qui fait les courses et comme je vous disais, c'est lui l'élément social de notre couple. Je sais que quand il fait les courses, il papote un peu avec notre boucher. Je ne voulais pas qu'il ait cette phrase à dire. Alors un jour, j'ai prétexté un achat de dernière minute à la boucherie et j'y suis allée seule. Et au moment de payer la note,
j'ai souhaité à notre boucher une bonne journée et une bonne saison de fêtes de fin d'année. Nous étions en octobre, début octobre. J'ai bien vu qu'il était surpris. Alors j'ai tout de suite enchaîné en disant qu'il ne me reverrait pas pendant quelques mois, car on m'avait diagnostiqué un cancer du sein et que j'allais commencer les traitements. Et je suis sortie de la boucherie. Après coup, je me suis dit que c'était assez violent. Mais tout ce que je voulais à cet instant-là, c'était épargner une annonce à mon mari. En plus, il avait déjà dû faire la plus importante des annonces, celle à notre fille. Parce que même si Charlotte avait compris qu'il se passait quelque chose de grave quand mon père est arrivé à la maison, c'est lui qui avait dû lui annoncer que sa mère avait une grave maladie. Pendant que je tournoyais au rez-de-chaussée, il ne pouvait pas lui dire « On va attendre maman ». Il avait bien fallu qu'il la rassure. Enfin, rassurer, c'est pas vraiment le bon mot. Disons plutôt qu'il avait dû lui expliquer la situation. Quand mon père est parti et que je les ai rejoints, j'ai demandé à Charlotte ce qu'elle avait compris. Elle m'a dit « Tu es malade et c'est grave ». Je lui ai demandé si elle avait des questions, elle m'a répondu que non. Je m'en doutais un peu, c'était trop frais. Mais je voulais semer la graine. Elle avait le droit d'avoir des questions, et si elle en avait, elle pouvait nous les poser. Pour l'instant, elle avait compris l'essentiel, et ça suffisait. J'avoue que ce jour-là, elle a beaucoup regardé la télévision. Mais c'était pas grave. On avait besoin de discuter avec son père. On allait avoir des tas de choses à gérer, mais il fallait réfléchir à ce que nous voulions faire pour notre fille. Est-ce qu'on voulait lui cacher la gravité de la situation pour la préserver ? Ou peut-être juste au début et distiller les informations petit à petit ? Est-ce qu'on allait faire une réunion de famille tous les trois autour de la table pour lui expliquer le programme des mois à venir ? Et puis au final, qu'est-ce qu'on allait lui dire ? On est de suite tombé d'accord sur le principe. On n'allait rien lui cacher. On allait caser le maximum de rendez-vous pendant qu'elle serait à l'école, donc on aurait pu ne pas l'informer, mais on a pris la décision de lui raconter. On allait essayer de la protéger au maximum, mais on lui expliquerait les choses. Le matin, je lui disais si j'avais des rendez-vous médicaux dans la journée, sans rentrer dans les détails, si elle ne posait pas de questions. Juste une phrase du genre « Bonne journée ma chérie, amuse-toi bien à l'école. Moi j'ai rendez-vous à la clinique, mais je saurai rentrer quand tu sortiras de l'école. » Et je lui disais également si je n'étais pas là quand elle allait rentrer. Tous les soirs, quand elle rentre de l'école, on lui demande si elle a passé une bonne journée, ce qu'elle a fait, son moment préféré, ce qu'elle a le moins aimé. On fait ça depuis toujours. Et régulièrement, ou si on oublie, elle nous pose elle-même les questions en retour. J'ai toujours été franche avec elle. Quand c'était une bonne journée, je lui disais, et quand c'était une mauvaise journée, je lui disais également. En retour, elle pouvait me poser toutes les questions qu'elle voulait. Jamais je n'ai répondu que je n'avais pas le temps ou que j'étais trop fatiguée. Les questions sur la maladie, j'y répondais dans l'instant même, car je ne voulais pas que ça tourne dans sa petite tête. Ça a d'ailleurs commencé le soir même. Au moment du coucher, elle me demande « Tu vas mourir, maman ?» Elle avait déjà posé cette question, mais cette fois-là, c'était différent. Rien qu'à l'intonation de sa voix et à l'interrogation dans son regard. Il n'y avait pas de tristesse, juste une curiosité sincère. Elle avait besoin de savoir. Elle avait 7 ans. Je lui ai répondu que oui, j'allais mourir, comme tout le monde, mais que je ne savais pas quand. Je lui ai demandé si elle savait quand est-ce qu'elle allait mourir, et elle m'a répondu non, en riant un peu. Je lui ai dit que c'était pareil pour moi. Mais j'ai rajouté que si sa question était « Est-ce que je vais mourir à cause de la maladie que je viens d'apprendre ?» Alors oui, il est possible que je meure à cause de cette maladie. Qu'à partir de maintenant, j'allais mener un combat contre la maladie. Et que si la maladie gagnait, alors oui, j'allais mourir. Plutôt que j'aurais pensé. Et peut-être que je ne la verrais pas grandir. Mais par contre, je lui ai dit que ça n'arriverait pas du jour au lendemain. Qu'elle n'allait pas se réveiller un jour et que je serais morte. Je lui ai dit que si la maladie gagnait, on le saurait. Qu'on aurait le temps de se préparer. Je lui ai promis que si les médecins me disaient que la maladie avait gagné, alors je le lui dirais à elle aussi. Qu'elle pouvait dormir tranquillement, que je serais là demain matin. Cette discussion a été au final moins difficile que ce que je craignais. Parce qu'elle était concentrée sur les faits. On n'a pas parlé de sentiments, de peur ou autre. Elle est restée concentrée sur des faits concrets. Par contre, ce que moi j'ai ressenti après cette discussion, c'est tout autre chose. La culpabilité que je pouvais ressentir pour mon mari, elle était décuplée pour ma fille. Elle n'avait pas demandé à être plongée dans ce tourbillon.
On venait de se taper des années de Covid pendant lesquelles les enfants ont dû s'adapter à beaucoup de choses, et elle allait enchaîner avec ce fichu cancer qui allait lui prendre encore de son insouciance. On allait devoir annuler des week-ends, des vacances, des sorties, et je savais que je serais moins disponible pour elle. À ce moment-là, je craignais pas les traitements. J'avais d'ailleurs dit à mon mari, même s'ils doivent me couper le bras, tant que je suis en vie pour voir grandir Charlotte, c'est l'essentiel. J'encaisserai tout. Oui, je me sentais prête à tout encaisser. La chimio, les rayons, les chirurgies. Mais la douleur de faire souffrir ma fille, de ne pas être là si elle avait besoin de moi, que ce soit par manque de disponibilité dans les mois à venir, ou parce que je serais morte, tout simplement. Ça, c'était insoutenable. Pendant les premiers jours, j'avais même du mal à la regarder. On dit souvent qu'on puise notre force dans nos enfants. Et il est évident que dans les moments difficiles, je me suis dit « Allez, vas-y, encaisse. C'est pour maximiser ton temps avec Charlotte. » Mais les premiers jours, quand je posais mon regard sur elle, je me disais « Je serai pas là quand elle aura son premier petit copain, son premier chagrin d'amour. Je ne l'aiderai pas à emménager dans son appartement d'étudiante. » Nous étions allés à une soirée d'Halloween de son club de gym, et pendant toute la soirée, je me répétais « Profite, ne perds pas une miette, car il y a de grandes chances que ce soit ton dernier Halloween avec elle. L'année prochaine, tu ne seras plus là. » C'était déjà insupportable pour moi, mais c'était pire quand je me disais que mon enfant allait grandir sans mère. Moi, je serais dans un cercueil. Je ne ressentirais rien. Mais elle ressentirait mon absence à chacun des événements importants de sa vie, comme ma mère pouvait manquer à la mienne. Mon mari est un père génial, et je sais que si je venais à perdre le combat, il s'en sortirait merveilleusement bien avec notre fille. Je n'ai aucun doute et aucune inquiétude à ce sujet. Mais si je meurs, ça ne change pas que ma fille devra se construire sans mère. Elle a 7 ans. C'est beaucoup trop jeune. Il faut une mère à ma fille. Alors il faut que je gagne la bataille contre le cancer. Ensuite, il a fallu l'annoncer aux amis. Je l'ai annoncé très vite, le jour même où je l'ai moi-même appris. Parce que je ne me voyais pas continuer de parler ou de chatter avec mes amis comme si de rien n'était. Ça m'a fait un peu penser à la grossesse. On dit parfois qu'il vaut mieux attendre 3 mois pour en parler. Personnellement, j'en ai parlé dès le jour où je l'ai su, et cela ne faisait que 15 jours que j'étais enceinte. Alors le jour où j'ai appris pour mon cancer, après le départ de mon père, j'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné à chacune de mes meilleures amies. Je ne sais pas s'il existe une bonne ou une mauvaise manière d'annoncer ces choses-là. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai annoncé dès le début de la conversation. J'essayais d'abord de m'assurer qu'elle soit dans un contexte prêt à accueillir la nouvelle, pour peu que ce soit possible. Idéalement chez elle avec leur mari ou une autre personne à leur côté, mais si possible pas seule. Je ne laissais pas la discussion s'installer. Ça me semblait trop compliqué de rebondir sur un sujet en disant « Au fait, j'ai un cancer ». Et je ne voulais pas non plus qu'on s'éternise, car je savais qu'elles auraient elles-mêmes besoin de digérer la nouvelle, à leur sauce, sans se retenir devant moi. Je vais grossir les traits, mais ça donnait quelque chose du genre « Coucou, c'est moi, je te dérange ? Tu es chez toi ? Je vais pas te déranger longtemps. Je t'appelle pour t'annoncer que j'ai un cancer du sein. Voilà, je voulais te le dire de vive voix. On en reparle plus tard, bisous. » Je me rends compte que cela peut être violent, mais encore une fois, est-ce qu'il existe un bon moyen pour annoncer cela ? Avec mon mari, on a un groupe de copains depuis quelques années maintenant. Par contre, là, je ne me sentais vraiment pas d'appeler tout le monde, mais je ne pouvais pas ne pas leur dire. Alors j'ai appelé une amie du groupe et je lui ai annoncé. Et je lui ai demandé de faire passer le message. C'est difficile de demander à quelqu'un d'annoncer ça pour nous, et je la remercie vraiment de l'avoir fait, parce que je suis consciente que je lui ai demandé de faire quelque chose que je n'avais pas la force de faire moi-même à ce moment-là. Pour me préserver, je lui ai refilé la patate chaude. Avec le recul, je le regrette, je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû prendre le temps d'appeler chacun des copains, même si ça avait été quelques jours plus tard. Au final, je ne l'avais donc pas annoncé moi-même, ni à mon père, ni à mon mari, ni à ma fille. Mais il restait mon frère. Lorsque je tournais en rond dans la cuisine à l'annonce de la nouvelle, je me souviens de m'être arrêtée d'un coup et de m'être dit « Mais comment je vais pouvoir lui annoncer ça ?» Il était exactement dans la même situation que moi. Lui aussi, il a perdu sa mère et son grand-père de cette maladie. Ce que je pense, il le pense également. Il rentrait de vacances ce jour-là, il était en transit entre 2 aéroports avec sa famille. Il était hors de question que je lui annonce par téléphone. Alors, j'ai attendu qu'il soit rentré chez lui.
Nous sommes allés chez eux avec mon mari et ma fille le soir même. Vous l'aurez compris, je n'ai pas vraiment fait de teasing avec qui que ce soit. Au contraire même. Une fois dans sa rue, je l'ai appelé pour prévenir qu'on allait arriver dans quelques minutes. Une fois sur place, mon mari a emmené mon neveu et ma fille à l'extérieur, et je l'ai donc annoncé à mon frère et à ma belle-sœur. En face à face. Une fois de plus, je ne me suis pas éternisée. Nous sommes partis assez vite, il était déjà tard et nous étions tous épuisés. Dans la semaine qui a suivi, je l'ai annoncé aux personnes avec lesquelles je travaillais. Le but n'était pas d'attirer la pitié ou autre chose, mais j'allais clairement être moins disponible. Je l'ai annoncé à mon comptable pour qu'on fasse un point ensemble. Je fais partie d'un groupe professionnel où nous nous réunissons toutes les semaines. Il fallait également que je les informe. Il y a aussi eu l'association des parents d'élèves dans laquelle j'avais décidé de m'investir quelques semaines auparavant. J'avais eu du nez sur ce coup. Ça peut sembler des détails, mais prévenir les gens, pas forcément de la maladie, mais surtout que je serai moins disponible dans les mois à venir, ça me paraissait important. Je préférais que les choses soient dites plutôt que de me retrouver dans une situation où je n'aurais pas pu honorer un engagement. Je pars toujours du principe qu'en communiquant, et en communiquant tôt, on trouve des solutions avant même que les problèmes se posent. Dans ce même esprit, j'ai informé la maîtresse de ma fille, ainsi que sa coach de gym. Je tenais à ce que les gens qui l'entourent soient au courant. Et je leur ai demandé de m'informer en retour si elles remarquaient un changement de comportement ou autre. Et puis, il y a aussi l'annonce aux morts. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai annoncé mon cancer à ma mère et à ma grand-mère qui sont décédées. C'est ridicule parce que si on croit en une espèce de vie après la mort, alors elles étaient censées être au courant. Mais un jour où j'étais seule, je leur ai parlé, comme si elles étaient dans la même pièce que moi. Au début, j'étais en colère. Déjà qu'elles m'avaient toutes les deux abandonnée en décédant, comment avait-elle pu laisser une chose pareille m'arriver ? Elles qui étaient deux femmes de caractère et de pouvoir, s'il existe bien un Dieu, et je crois en Dieu, pourquoi ne sont-elles pas allées lui ouvrir les yeux pour qu'il change ses plans pour moi ? Et puis je me suis souvenue du texte que j'avais choisi pour l'enterrement de ma mère. Ça parlait d'un homme qui regardait sa vie, et chaque moment important de sa vie était représenté par une trace de pas dans le sable. Et les pas se succédaient. Cela représentait son chemin de vie. Il avait remarqué que dans les moments joyeux, il y avait les traces de pas de deux individus, et dans les moments difficiles de sa vie, une seule paire de pas. Il s'adresse à Dieu et lui demande pourquoi il l'a abandonné dans les moments où il avait le plus besoin de lui. Et Dieu lui répond que dans ces moments-là, ce sont ces traces de pas à lui qu'on voit, car il le portait sur ses épaules. Je ne sais plus du tout d'où est originaire ce texte, mais je me souviens avoir terminé la discussion fictive avec ma mère et ma grand-mère en leur disant qu'il allait falloir qu'elles m'aident et qu'elles me portent sur leurs épaules. Parce que même si j'étais le rocher de la famille, pour qu'on s'en sorte, j'allais avoir besoin d'aide. Et je déteste demander de l'aide. Mais alléger ce fardeau pour ma famille était ma priorité. Et ça passait par essayer de planifier au maximum, s'enlever le maximum d'inconnus et se laisser aider et soutenir. Que ce soit par téléphone, en face à face, par l'intermédiaire de quelqu'un ou par n'importe quel autre moyen, je ne pense pas qu'il existe de bonnes façons d'annoncer une maladie. Par contre, mon point de vue personnel, c'est qu'il vaut mieux en parler que de le dissimuler. Je pense également que, comme pour toute mauvaise nouvelle, il vaut mieux l'énoncer directement plutôt que de tourner autour du pot, même si ça part d'une bonne intention, de mettre des gants, de préparer les gens. Je pense qu'on ne peut pas être préparé à une telle nouvelle. Si on est préparé, c'est qu'on est déjà au courant. Comme je le disais, il n'y a pas de bonne manière d'annoncer une nouvelle comme ça, tout comme il n'y a pas de bonne manière de répondre à quelqu'un qui vous annonce ça. Si vous êtes de l'autre côté, si vous êtes celui qui reçoit la nouvelle, j'aurai 2 conseils à vous donner. Le premier, c'est de ne pas minimiser la situation. Je comprends bien que ça part d'un bon sentiment, que c'est pour essayer de nous enlever du poids. Mais les phrases du genre « Oh, un cancer du sein, ça va, c'est pas un cancer grave, c'est un cancer qui se soigne bien maintenant », ce n'est vraiment pas le style de phrase qu'on a envie d'entendre. Du moins pas à l'annonce. Car le ciel vient de nous tomber sur la tête. Alors c'est pas méchant, c'est juste maladroit et on n'en tient pas rigueur. Mais je vous conseille d'éviter. Tout comme les anecdotes sur votre oncle ou sur votre tante qui a eu le même cancer et qui s'en est sorti, ou pas d'ailleurs, avec tels ou tels effets secondaires. On sera ouvert pour le partage d'expériences, mais plus tard. Pas maintenant, pas à l'annonce. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas être indifférent.
de faire comme si tout était comme avant. Ça, par contre, c'est un comportement qui reste dans le temps. Encore une fois, ça part d'un bon sentiment, de faire comme si la maladie n'allait pas changer notre vie. Notre vie va sans doute redevenir comme avant, du moins dans une majorité d'aspects, mais à l'instant T, c'est évident que notre vie et que notre quotidien est bouleversé. Et face à des personnes qui choisissent pour vous protéger vous ou pour se protéger eux, et encore une fois, je comprends totalement cela, qui choisissent de passer sous silence la maladie, on arrive toujours à des situations plus difficiles, plus compliquées, car on doit se justifier en permanence. Par exemple, au lieu de proposer une simple sortie à vos proches qui est malade, proposez-lui la sortie, mais ajoutez que vous pouvez adapter en fonction de son état. Si on se sent en forme, on la fera normalement cette sortie. Mais si on n'est pas bien, au moins on peut saisir la perche que vous nous tendez. Parce que sans perche, on doit le dire nous-mêmes. Par exemple, « Désolée, mais en ce moment je ne me sens vraiment pas bien et je ne pourrai pas venir. » Et ça nous oblige, nous, à remettre la maladie dans la discussion. Et ça nous fait culpabiliser. Sans parler des fois où on ne dira rien, pour ne pas déranger, pour ne rien imposer, mais où on se mettra à mal physiquement. Alors, n'occultez pas la maladie. Ça ne veut pas dire qu'il faut exagérer, mais juste le garder à l'esprit et nous éviter de nous torturer l'esprit pour ne pas vous faire porter le poids de notre maladie. Et si vous ne savez pas comment faire, alors posez la question. J'aimerais bien passer du temps avec toi, dis-moi ce qui t'arrange, comme horaire ou comme activité. L'indifférence se traduit aussi par les gens qui ne prennent pas de nouvelles. Une nouvelle fois, il faut trouver le bon rythme. Je ne parle pas d'envoyer des textos tous les jours, mais prendre des nouvelles de temps en temps. Parce que clairement, si vous ne prenez pas des nouvelles d'une personne qui vous annonce qu'elle a un cancer, alors je pense sincèrement que rien ne sert de poursuivre votre relation avec elle, que ce soit familiale ou amicale. Si en 6 mois vous ne la contactez pas pour avoir de ses nouvelles, savoir comment elle va, il faut passer à autre chose. L'idée sous-jacente, c'est que de ne pas parler de la maladie fait en quelque sorte disparaître la maladie. Mais c'est faux. Et cette fois, je m'adresse aux personnes qui sont malades. Je sais que nous avons tendance à trouver des excuses à ce genre de personnes. Mais je vous conseille de ne pas le faire. Par contre, vous pouvez leur en parler. Je sais que tu n'es pas à l'aise avec ma maladie, ou avec la maladie en général d'ailleurs. Mais j'apprécierais que tu ne l'occultes pas, car ça fait partie de mon quotidien pour quelques mois encore, et j'aimerais vraiment qu'on reste en contact. Vous allez peut-être mettre mal à l'aise les gens sur le moment, mais je suis persuadée que c'est pour une relation plus saine sur le long terme. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès et parler sans cesse de votre maladie, même si on en a parfois besoin. Il faut trouver un bon équilibre entre les deux et des deux côtés. Mes propos peuvent sembler rudes pour certains, je précise que cela n'engage que moi. Je vous distille ici mes remarques, ce que j'ai vécu et les conseils que j'aurais aimé recevoir. Gardons à l'esprit que chaque personne est différente et a un rapport à la maladie et à la mort qui lui est propre. Mais je suis profondément convaincue qu'une bonne communication est la clé de tout. Dans le prochain épisode, je serai accompagnée de ma fille, Charlotte, qui vous racontera ses premiers pas à elle avec mon cancer. De votre côté, vous pouvez dès à présent me faire parvenir vos remarques ou vos questions pour l'épisode final de la saison. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et j'espère que cela vous a apporté quelque chose. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également y laisser un avis pour nous faire part de votre soutien. Vous pouvez me suivre et être informé des nouveautés sur le site internet www.moncancermafilleetmoi.com, tout attaché, ou sur la page Instagram. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui en ont besoin. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté ma maman. Bonne journée!